toutes les puissances nucléaires qui montrent leur puissance. C'est le cas notamment des Russes, précisément avec Belousov, leur ministre de la Défense, visite nos bâtiments quartier général de la flotte de la mer Caspienne, et écoutez-le vanter. Voilà, ce sont les trois puissances qui chacune, en quelques heures, rappellent leur force nucléaire. En haut la Russie, en bas l'Angleterre de Starmer et la France d'Emmanuel Macron. Commençons par la Russie ce soir avec ces déclarations de Belousov sur le nouveau sous-marin. Les forces sous-marines se développent. Les sous-marins à missiles stratégiques du projet Borai, les sous-marins nucléaires polyvalents du projet Yasen-M, dotés de systèmes de missiles hypersoniques Zircon, entrent en service. Au cours d'une opération militaire spéciale, les sous-marins électriques utilisent efficacement les missiles de croisière Calibre. Je suis convaincu que le renouvellement de la flotte sous-marine et la compétence du personnel permettront de continuer à répondre efficacement aux défis et aux menaces modernes afin de repousser toute pression militaire et politique venant de l'extérieur. Les puissances se répondent les unes aux autres. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez entendu comme le président de la République répondait en quelque sorte à Poutine sur le thème de qui est grand, qui est petit. Hier, Poutine faisait ce geste en parlant des puissances du G7. Réponse d'Emmanuel Macron tout à l'heure, il dit attendez, la Russie c'est 10 fois moins que la puissance économique européenne. Et là, on est en matière de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Rappelons les forces en présence. USA, 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc c'est vraiment le cœur du cœur de la dissuasion. Russie 14, France 4. Royaume-Uni 4. Ça, c'est la réalité des prix. Oui, ça, c'est la réalité des prix. Donc là, il y a une parité absolue entre les États-Unis et la Russie. Et la Russie le rappelle parce que c'est vraiment le dernier domaine dans lequel elle reste une grande puissance. Et ça rappelle, malheureusement, que... On le dit souvent sur ce plateau, mais que le nucléaire, aujourd'hui, est véritablement le critère absolu, abouti de la puissance au début du XXIe siècle, alors qu'à la fin du XXe siècle, on en doutait. On parlait beaucoup de soft power, on parlait de puissance économique, on parlait de capacité de persuasion, de domaine d'influence, etc. Mais là, on revient à la puissance brute. Et donc, il n'y a pas de révolution, si vous voulez, on l'a dit tout à l'heure, dans les sous-marins qui viennent de paraître. C'est les nouvelles générations qui apparaissent. Mais en revanche, on les montre pour bien montrer qu'on est puissant et qu'on fait partie des meilleurs destructeurs de la planète. Avec un changement de style, soulignons ça. Tout à l'heure, le général le soulignait, on en parlait moins, on en parle plus, de tous les côtés. Oui, mais parce qu'on est dans une posture de force pour montrer qu'on est fort et que ça va. Mais la puissance nucléaire, qu'on en ait beaucoup ou peu, même nous, on a 290 ogives, les Anglais aussi. Finalement, ça suffit pour détruire la moitié de la planète. Mais donc, on ne va pas s'en servir. Parce que si on s'en sert même d'une, parce qu'en plus, avec les MIRV, là, les ogives, les 5, qui sont multiples, on ne peut pas les intercepter. On ne pourra pas toutes intercepter. C'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord. Si vous voulez, les ogives, c'est bien d'en avoir, mais elles peuvent être quand même interceptées. Et donc, il faut saturer l'espace aérien pour en mettre des centaines pour qu'il y en ait qui passent. Oui. Expliquez bien ça, pardon. Attardons-nous une seconde, parce que c'est vraiment un point central. La saturation. Moi, j'avoue, je donne souvent cet exemple. Quand j'avais 20 ans, il y avait les grandes manifs pacifistes. Oui. Et on disait, c'est absurde, toutes ces têtes nucléaires. Au fond, comme vous dites, si on a une fois la capacité de détruire la Terre, ça ne sert à rien d'en avoir 10, 20 fois. Or, non. La saturation change cette donne. Alors, quand on était jeune, effectivement, les missiles étaient plus difficilement interceptables. On n'avait pas les vecteurs. Mais aujourd'hui, ils existent quand même. Et donc, si, avec 290 têtes, vous avez quand même une chance non négligeable qu'il y en ait un certain nombre qui soient interceptés. Quand ils en tirent 4000, eh ben, vous êtes certain que les cibles vont être détruites. Donc quand même, la masse, comme pour les blindés, comme pour la guerre, la masse a son importance pour la crédibilité de l'outil. Insistons là-dessus. Le nombre de têtes, oui, ça compte. Oui, hélas, le nombre de têtes, oui, ça compte. 1000 têtes, c'est mieux que d'en avoir 300. C'est pas vrai, hélas, ça change beaucoup. Il faut rappeler aussi que les Russes n'ont pas les 4000 têtes qui vont voler, parce qu'en fait, les Américains et les Russes, actuellement, c'est 1500 têtes qui sont en capacité de voler. Et d'ailleurs, en fait, même il y a une limitation de vecteurs qui sont limités à 700, et ils ont ni Américains ni les Russes n'atteignent pas ce truc-là, parce qu'en fait, c'est juste, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas construit, etc. Mais quand on dit ils ont la parité dans les sous-marins, 14-14, sauf que les États-Unis, c'est 28 000 milliards de PIB par an, et la Russie, c'est 2. Ça veut dire, en fait, les États-Unis, c'est 15 fois plus de puissance économique, et donc ils peuvent supporter ça.
Les Russes, ils ont les mêmes 14 sous-marins, sauf que le SMIC en Russie, c'est 120 €. C'est 120 €. Oui, mais c'est ça le truc. Ça veut dire que c'est la population finalement. Avec 3,5 milliards, la Corée du Nord se paye un arsenal nucléaire qui lui permet de jouer d'égal à égal avec les grandes puissances. Et c'est pour ça qu'il meurt de faim. Voilà, il joue dans le truc avec les grandes puissances, mais la population meurt de faim. Non, mais c'est parce qu'on raisonne dans des deux termes très différents. C'est-à-dire, même l'allocution du président Macron tout à l'heure, il parlait de la croissance, de l'importance. En fait, il raisonnait de puissance en termes de croissance économique ou bien en termes de capacité économique. C'est pour ça il a dit c'est 10e le PIB de la Russie par rapport à l'européenne. Mais encore une fois, on est de retour dans ce monde où c'est plus le PIB qui compte. Certes, ça compte bien sûr pour pouvoir avoir les capacités de produire, par exemple dans les systèmes de défense, mais en même temps que le peuple puisse vivre, dans les conditions correctes. Mais pour des pays comme la Corée du Sud ou bien la Russie, c'était la tradition que on néglige les besoins de son peuple et le peuple est en capacité de soutenir ça, d'encaisser ça, pour avoir cet esprit de grandeur, posture de grandeur. On est à l'égal avec les États-Unis. Il y a une forme de course. Regardez les Anglais cette fois. Vous êtes citoyenne britannique, vous êtes sujette de Sa Majesté Brigitte. Alors là, on a une Anglaise sur le plateau, c'est très précieux. Voilà, votre Premier ministre, pour l'instant en tout cas, Keir Starmer, qui est là. Oui, ça peut changer. Hein. Vous avez vu tout à l'heure de quelle manière Emmanuel Macron disait au revoir Olaf, parce que ça change. Voilà, grâce à De Gaulle, une certaine stabilité française pour la présidence en tout cas. Regardez, Keir Starmer, avec ce sous-marin nucléaire lanceur d'engins, ce nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins, je ne sais pas si vous voulez faire une... Écoutez peut-être le projet du prochain sous-marin nucléaire lanceur d'engins britannique. Je suis frappé, vous savez, alors pendant que l'image passe, c'est vraiment très intéressant parce que chacun a son attitude et l'attitude de Ludmila Totieva, je ne sais pas si on peut la revoir à l'image, alors Ludmila Totieva, elle faisait comme ça parce qu'elle se dit, non mais c'est tout à fait... L'effet de démonstration, ils sont assez puissants les Britanniques, je pense qu'ils peuvent vendre la chose vraiment kilomètres maintenant sur les câbles, on a gagné, ils ne comptent plus en miles, ils ont dit 300... Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours un excellent documentaire sur la bombe nucléaire française et quand le général de Gaulle voit l'essai, il regarde ça et les témoins, notamment Perfit, rapportent, il a dit, c'est magnifique, en voyant le champignon. Parce qu'effectivement, c'est pas qu'il souhaitait une guerre nucléaire, bien sûr, mais que la dissuasion nucléaire est si importante que c'est vraiment l'ultime ratio des puissances. Et on voit à quel point les Anglais, là, le montrent sur ce ton-là. Vous savez, on peut nous reprocher d'être belliciste, de montrer les choses militaires et de faire peur à la population. Et en fait, c'est l'inverse, le but de ces images. C'est pour rappeler que et la France et la Grande-Bretagne sont les pays dotés nucléaires, donc elles protègent leur population. Et la France, même maintenant, a passé le cap en disant mais on peut protéger même d'autres pays européens avec notre parapluie nucléaire. Ce qui est très important, c'est quand on le dit, il ne faut pas le dire. La dissuasion, c'est justement de laisser le doute. Alors on le dit beaucoup. Et Le Drian, il avait la sagesse de ne rien dire. On lui posait la question alors que Poutine était en train de parler d'armes nucléaires. Il disait « on verra ». Et je trouvais ça très intelligent parce que c'est vrai que la grande force de la dissuasion, c'est de laisser le doute. Et pourtant, il faut parler haut. Regardez comment la Russie prend très au sérieux la France. C'est vraiment intéressant. Déclaration de Shoigu. Parce qu'évidemment, c'est une déclaration faite pour dire on s'énerve, il s'irrite de ce que la France dit, mais en même temps, c'est une manière de reconnaître que la puissance française sait se faire entendre et respecter. La Russie prend au sérieux les déclarations de Macron sur la prolifération des armes nucléaires en Europe. Alors, encore une fois, il manque pas d'air, comme vous dites, mais le fait qu'ils le disent montre quand même qu'ils écoutent très exactement ce qu'ils se disent. Oui, ça veut dire que Macron, sur le plan du nucléaire, la France, petite puissance négligeable qu'on méprise volontiers, eh bien fait jeu égal en fait.
fait jeu égal, de la même manière que Kim Jong-un, avec ses 3,45 milliards d'euros de budget de la défense par an, fait jeu égal avec Trump, avec le président des États-Unis, quand il commence à monter en gamme. Et donc le nucléaire est égalisateur en matière de puissance. Ouais. Est-ce que vous avez su le général de Gaulle? C'est vraiment le symbole de la restauration. C'est magnifique, c'est le symbole de la restauration, de la grandeur, de la puissance de la France qui, même si elle reste plus petite, eh bien, fait le jeu égal avec les plus grandes puissances du monde. Donc, c'est effectivement, aujourd'hui, ça revient au premier plan. C'est tout à fait fascinant. Parce que moi, j'ai grandi dans une armée où le nucléaire avait de moins en moins d'importance, en fait, au fur et à mesure de mes années de carrière. Et aujourd'hui, on revient finalement à la grammaire des années 70. Et c'est Poutine qui l'a ramené. Oui. C'est Poutine qui l'a ramené parce qu'il a commencé à parler de nucléaire. On était sur ce même plateau le 24. J'ai dit sur le même plateau que Poutine risquait de nous faire peur avec ses armes nucléaires. On m'a hué sur le plateau. 3 jours après, dimanche 27, il a convoqué Shoigu, le même Shoigu qui était encore le ministre de la Défense. Il a convoqué aussi Gerasimov, son chef d'état-major. Il a dit, vous mettez en alerte les forces nucléaires de la Russie. Et en fait, pour Poutine, en revanche, il faut comprendre la chose inverse. Ça veut dire la France et la Grande-Bretagne rappellent qui sont les puissances dotées. Mais rappelle que la puissance économique européenne, c'est dans l'économie, dans le style de vie, dans la richesse qu'on produit. Tandis que Poutine, chaque fois quand il parle de nucléaire, c'est pour cacher en fait ses pertes. Mais là, on est dans un jeu d'intimidation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un jeu d'intimidation parce qu'il veut à tout prix, son premier but, c'est de réussir à soumettre l'Ukraine. Moi, je crois qu'il ne va pas y arriver. Mais c'est quand même le premier but de Poutine. Il croit qu'il va y arriver. Il pense qu'il se rapproche de la soumission de l'Ukraine. Et donc, il veut dissuader les alliés. Il ne veut pas du tout faire la guerre à la France, à l'Allemagne ou à l'Angleterre aujourd'hui. Mais il veut dissuader ses alliés de renforcer l'Ukraine après que le cessez-le-feu aura été signé. Ce qui est fascinant il n'a pas abandonné son rêve de soumettre l'Ukraine. Dans ce dialogue nucléaire, c'est quand même le fait que théoriquement on n'y croit pas. On se dit c'est pas possible qu'on recourt à ça, et en même temps tout est fait comme s'il le fallait. Ce qu'on appelle en Angleterre, au Royaume-Uni, les lettres de dernier recours. C'est Politico qui était allé très loin dans la description de ce que sont ces lettres de dernier recours dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins britanniques. L'une des premières tâches quand il y a un nouveau Premier ministre britannique est d'écrire ce qu'ils appellent une lettre de dernier recours. Il y a un briefing avec le chef d'état-major de la Défense et il écrit dans les 4 sous-marins verrouillés dans le coffre une lettre de dernier recours qui est les instructions de représailles après une attaque nucléaire contre la Grande-Bretagne. Si Londres, par exemple, est détruite, chaque commandant de sous-marin peut ouvrir le coffre et il a là les lettres de dernier recours, les lettres d'instruction qui sont données par le Premier ministre qui, à ce moment-là, soit mort, tué, soit injoignable. C'est-à-dire que le scénario est poussé jusqu'au bout. Il n'y en a qu'un seul, mais il n'y en a pas 4 qui ouvrirent la lettre, parce que nous avons 4 sous-marins, nous et les Anglais, 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, parce qu'il faut qu'il y en ait toujours un opérationnel au fond de l'eau, on ne sait pas où, peut-être dans l'Arctique, on ne sait pas où, pendant qu'un autre approche, ensuite un autre est réparé, etc. C'est pour ça qu'on en a 4, pour en avoir toujours un opérationnel prêt à tirer ses missiles. Mais il faut rappeler qu'au début de la guerre d'Ukraine, on en a fait sortir 2 ou 3 d'un coup de l'île Longue, en même temps. Donc là, il y avait un véritable symbole très très important. Donc s'ils sont sortis de manière opérationnelle, ça veut dire que chaque sous-marin avait ses instructions. Alors moi, je ne sais pas si ça se passe exactement comme ça en France. Souvent, les instructions, c'est des coordonnées. Peut-être même on n'a pas forcément les cibles. Il y a les coordonnées, simplement. Voilà quelles sont vos cibles si vous recevez l'ordre.